C'est des sujets que je déteste aborder dans la vraie vie. Et du coup, bizarrement, puisque j'en parle jamais, j'ai décidé d'en faire un sujet public. Donc ça peut paraître très étrange, mais à partir du moment où c'est moi qui choisis de le faire dans un cadre précis et en contrôlant mon histoire et mon récit, et surtout en le faisant dans un but précis qui est de pouvoir aider d'autres femmes handicapées qui pourraient vivre la même chose, là ça a du sens. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Elisa Rojas. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous êtes avocate de base, dangereuse binationale, c'est vous qui le dites. Militante activiste, cofondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Vous êtes militante anti-validisme et vous êtes taureau. Et est-ce que vous êtes toujours islamo-gauchiste après toute cette polémique ? Parce qu'avant, vous avez écrit le livre avant la polémique. C'est un terme idiot qui veut rien dire et qui sert à décrédibiliser des critiques politiques qui me semblent fondées. Si ça fait plaisir à certaines personnes de me traiter d'islamo-gauchiste, ça ne me dérange pas. Voilà. Bien. Si ça veut dire être solidaire des gens qu'on stigmatise de façon vraiment stupide et injuste, il n'y a pas de souci. J'assume. Terme inventé par des grands politologues comme elle met dans son bouquin. Ah, ça a été conceptualisé par Pierre-André Taguieff il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, le sens qu'on donne à islamo-gauchiste n'est pas celui qu'on donnait au début. Alors, vous êtes là pour parler de Mr. T et moi, aux éditions La Belle Étoile. Moi, j'aurais dit Mr. T and me. Vous l'avez laissé en français. Mr. T, pour moi, c'était le gars de l'agence touriste, en fait, touriste. Oui, c'était entre autres le gars de l'agence touriste. Je trouvais que c'était le surnom le plus qui sonnait le mieux, même si c'était pas celui que j'utilisais le plus, mais c'était celui qui sonnait le mieux. C'est quoi, Robert ou Richard, non? Ouais, Robert, j'utilisais beaucoup Robert. Et en fait, ça fait aussi penser à Mr. Big dans Sex and the City, la référence à l'homme inaccessible qui vous échappe, etc. Donc, je trouvais que ça collait bien à l'ensemble. Et parce que vous n'aimiez pas son prénom, c'est pour ça que vous l'avez rebaptisé T, en fait, parce qu'il avait, comme vous le dites, un prénom ordinaire. Elle l'a trouvé banal. Non, en fait, lui-même a commencé avec des trucs genre Miss, des trucs vraiment que j'ai beaucoup de mal avec justement les petits noms, les surnoms, les trucs comme ça. Donc, je voulais rééquilibrer et il fallait que je trouve quelque chose d'aussi ridicule. donc voilà, donc j'ai cherché et j'ai inventé plusieurs choses. Et comme il trouvait ça drôle, voilà. Donc, c'était vraiment pour rééquilibrer l'usage de Miss par exemple qui m'insupportait totalement. Il faut vraiment arrêter d'ailleurs avec ça. Si vous l'utilisez, n'utilisez pas ce mot qui est, je sais pas d'où il sort, mais vraiment il est hyper tarte et du coup voilà. C'est dit. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est un roman ou pas ? C'est une bonne question. Dans l'édition, il y a des catégories hyper strictes. Donc, il se trouve qu'on l'a mis dans la catégorie roman. Je ne sais pas si c'est vraiment la catégorie la plus juste, parce que moi, j'ai eu quand même l'impression d'avoir raconté ma vie. Alors après, on fait des choix quand on écrit, donc forcément, on romance. Même si on raconte une petite anecdote arrivée pendant la journée, on est déjà en train de romancer quelque chose. Mais j'avais envie aussi de créer une catégorie autre. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour plaisanter, et pas pour plaisanter, mais pour essayer de résumer l'idée que c'était une romance politisée. Parce que je pense qu'elle a un caractère politique aussi, très important. Mais en même temps, je trouvais ça très drôle de prendre un genre qui est la romance, qui est un genre plutôt méprisé, et d'en faire autre chose, en fait. Je trouve ça toujours intéressant de prendre un cadre qui apparaît très rigide et de s'octroyer beaucoup de liberté à l'intérieur de ce cadre, en fait. Et les détournements, j'adore, donc je trouvais ça vraiment drôle. Mais quasiment tout est vrai dans votre récit. Hein. Voilà. Selon moi, tout est vrai, mais après, faut voir avec les autres ce qu'ils ont dit aussi. Mais oui, moi, j'ai eu la sensation de raconter, tout est vrai, de raconter ma vie. Point de vue. Voilà, de mon point de vue, exactement. Alors, c'est une histoire d'amour ? Oui. Point d'interrogation.
Moi, je pense, oui, parce que l'amour, ça prend plein de formes différentes. Et je pense que l'amour, même non réciproque, c'est aussi de l'amour. Donc pour moi, c'est aussi une histoire d'amour. Puis par ailleurs, il y a aussi ma relation avec mon meilleur ami, qu'on peut aussi qualifier d'amour. C'est. Ouais. Donc pour moi, pour moi, c'est plusieurs histoires d'amour même. Et d'autant plus que la façon dont vous le racontez, on n'est pas certain et certaine qu'il n'y ait pas eu finalement de l'autre côté, des deux autres côtés, effectivement, de l'amour. Exactement, et d'ailleurs je trouvais ça aussi, c'est dans ce sens-là où on peut dire que c'est un roman, c'est-à-dire que moi je trouvais ça plus intéressant de laisser planer un doute, parce qu'en plus c'est un doute qui est réel, qui est le mien. Moi je saurais jamais exactement ce que les autres ressentaient en face, donc moi je trouvais ça hyper intéressant dans l'écriture de le rendre ouvert et de permettre aux gens d'interpréter les choses ou de projeter ce qu'ils avaient envie aussi par rapport aux histoires, sans qu'il y ait de réponse vraiment nette et claire sur certaines questions, qui sont d'ailleurs des questions auxquelles moi-même je n'ai pas la réponse et je n'aurai jamais la réponse. Et d'ailleurs ça me pose aucun problème de ne pas avoir la réponse, mais je trouvais ça encore plus intéressant de l'écrire de cette façon pour que chacun puisse voir ce qu'il a envie de voir. Est-ce qu'il y a de l'amour de l'autre côté, est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà, je trouvais ça vraiment même en termes de rédaction, etc., plus fun et plus drôle et plus intéressant. Moi, j'adore les histoires où il n'y a pas d'explication. Où en fait, ou en tout cas plusieurs explications possibles. Voilà, c'est ça, où en fait on peut imaginer, où il y a de la place aussi pour l'imagination de chacun. Tout à fait. Mais vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant dans votre livre, justement, pour en revenir sur cette histoire d'amour réciproque. Quand bien même il y avait de l'amour de l'autre côté, est-ce qu'il se serait autorisé à... Justement, c'est la question que je pose. Et j'essaie de donner des éléments pour expliquer ce qui fait que certains hommes ne s'autorisent pas, ou même certaines personnes handicapées ne s'autorisent pas à identifier leurs sentiments, etc., et à les exprimer et à les vivre. Mais oui, c'est exactement ça que je voulais essayer de soulever comme type de question. Et quand vous parlez, alors, si cet amour avait été imaginaire, comme vous le dites, les amours imaginaires, ça se construit à deux. Oui, moi je pense. Et je trouve... Moi j'ai beaucoup emmergé sur cette histoire, finalement. Parce que parfois vous dites que finalement seul l'autre est responsable, et bien non. En fait, il y a une attitude quand même en face qui explique le fait que vous arrivez à imaginer quelque chose. C'est pas, la personne en face n'est pas dans un rapport très clair. Il y a une ambivalence qui permet à l'amour imaginaire de se développer. Moi, j'en suis persuadée de ça. En plus, on a tous été dans la position... Mais pourquoi ça serait pas de l'amitié, Elisa? Mais ça peut être aussi de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi de l'amitié. Ouais. Mais enfin, le truc, c'est que entre l'amitié et l'amour, pour moi, il n'y a pas forcément d'exclusion ou d'opposition. C'est pas des sentiments qui s'excluent l'un l'autre ou qui s'opposent. Parce on veut vraiment créer une frontière entre l'amour et l'amitié. Moi, je pense pas que la frontière soit si claire, justement, et que c'est perméable, en fait, entre les deux. Donc en fait, ce que je trouvais, ce que j'ai compris, enfin, ce que je pense avoir compris, c'est que en fait, on a tous aussi été dans cette position d'être la personne qui peut-être nourrit l'amour imaginaire de quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, et vous le savez, et vous partagez peut-être pas exactement la même chose, mais du coup je pense que c'est vraiment un truc qui se construit à deux. Et le film de Xavier Dolan qui s'appelle Les Amours imaginaires en français, et dont j'ai repris le titre pour un des chapitres, il explique hyper bien aussi ce phénomène là, c'est-à-dire que celui qui est l'objet de l'amour, il n'est pas innocent dans l'histoire. Il a une attitude il a tellement besoin d'être au centre de l'attention, etc., que il est dans une ambiguïté qui permet à l'amour imaginaire de se développer pour les deux personnages. Et à la fin, il est très injuste parce qu'il nie en fait sa propre responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais si c'était alors pareil dans le questionnement,
une histoire d'amour impossible. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que cette histoire d'amour devienne possible ? Je pense qu'il aurait peut-être fallu qu'on vive dans une société différente, où en fait, le patriarcat et le validisme, qui sont deux systèmes de domination qui sont à l'œuvre et que subissent les femmes handicapées, ils ne soient pas, ne donnent pas cette image dévalorisante et c'est ce rôle aussi dévalorisant social aux femmes handicapées pour permettre la liberté de vivre ce qu'on a envie de vivre, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis que si on arrive à influer sur ces deux systèmes de domination et à remettre en question toutes leurs injonctions, ce sera plus de liberté dans le domaine notamment sentimental et amoureux et sexuel pour tout le monde, en fait. Avec Nadia El Bouga, nous recevons aujourd'hui Elisa Rojas à l'occasion de la sortie de votre livre Mr. T et moi aux éditions La Belle Étoile. C'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant votre... Vous avez beaucoup d'humour en lisant votre histoire. Alors, c'est l'histoire d'une rencontre. Est-ce qu'on dit que vous tombez amoureuse de Mr. T dès la première rencontre? C'est comme ça que ça se passe? Ah ouais. Coup de foudre. Exactement, ouais. Je pense que... D'ailleurs, il y a le titre, un chapitre, c'est Coup de foudre en anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on fait de la radio, donc effectivement, ça ne se voit pas ni ça s'entend pas, mais vous êtes sur un fauteuil roulant et vous tombez amoureuse de Mr. T, qui est le playboy de la fac, quand même. Playboy, ce serait un petit peu forcer le trait parce qu'il n'avait pas une attitude, mais en tout cas, il était identifié comme vraiment le beau gosse, comme il était nouveau, donc il n'avait pas. Toutes les filles ont remarqué assez rapidement qu'elles l'avaient pas repéré, qu'il était particulièrement beau, et c'est vrai qu'il attirait énormément de filles et parfois de garçons aussi. Et il était très sollicité. Mais pas playboy au sens où il n'avait pas l'attitude de... Non, pas du tout. Il cherchait pas cette attraction. Non, pas spécialement, mais de fait, il la vivait, c'était inévitable. Les gens s'agglutinaient, et je comprenais aussi, mais il avait une attitude très spéciale par rapport à ça. Il prenait vraiment pas mal de distance et tout, et donc, je ne sais pas si Playboy était vraiment le mot le plus bon, le beau gosse, le brun ténébreux avec les yeux verts. Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous feriez un beau couple ? Qu'est-ce qui m'a fait penser Est-ce qu'on pense à ce moment-là, c'est ça aussi. En fait, je pense que j'ai beaucoup de... pendant une longue partie de ma vie, je pensais vouloir ou j'espérais recréer le couple de mes parents. En fait. Et je pense que dans son attitude et dans sa personnalité et dans la mienne, il y avait la recréation du couple de mes parents, en fait. Parce qu'il ressemblait beaucoup à mon père sur le plan de la personnalité, et moi je ressemble beaucoup à ma mère. Et donc ça faisait une alliance que je connaissais, qui m'était hyper... que j'arrivais vraiment à identifier et comme dit d'ailleurs souvent ma mère, on va vers ce qu'on connaît. C'est notre premier élan, c'est d'aller vers ce qu'on connaît, vers ce qu'on reconnaît. Et je pense que j'ai reconnu chez lui une forme de masculinité qui était présente dans ma famille, qui est peut-être même la seule présente dans ma famille. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement le genre d'homme qu'il me faut, comme ma mère a trouvé celui qu'il lui fallait. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans cette idée de la projection du couple que vous seriez. Exactement. Et mes parents ont divorcé, je tiens quand même à préciser. Oui, vous le dites. Oui, voilà. Donc, en fait, après, j'ai compris que le couple de mes parents n'était peut-être pas aussi idéal qu'il en avait l'air. Mais en tout cas, pendant longtemps, les gens me parlaient beaucoup de mes parents parce qu'ils étaient très beaux physiquement et qu'ils avaient vraiment l'apparence du couple idéal, en fait. Donc moi aussi, je voulais reproduire ce que ma mère avait construit, en fait. Alors, vous dites quand même, vous êtes clair, vous dites « je suis rentrée dans sa vie parce que je me suis incrustée ». Ah bah oui. Oui, parce que c'était quelqu'un qui... C'est pas lui qui vous a dragué.
Non, la première rencontre, elle est calculée. Ouais, enfin, en fait... La machine à café. Alors, bizarrement, c'est quand même souvent les hommes en question qui viennent vers moi, plus que moi, je vais vers eux. Donc, d'une certaine façon, ils me repèrent, ils ont envie de me rencontrer, clairement. C'est quoi les hommes en question ? Qu'est-ce que vous appelez les hommes en question ? Non, mais enfin, les hommes qui m'intéressent, en général, c'est assez rare que ce soit moi, vraiment. J'ai remarqué, en y réfléchissant, que souvent, c'est eux qui viennent vers moi, en fait. Donc, dans quelle mesure... Par exemple, c'est venu vers vous, en fait. Oui, exactement. Oui. Qui choisit qui ? Enfin, on se choisit mutuellement. Mais là, c'est lui qui a fait le premier pas vers moi. Et là, après, évidemment, je l'ai trouvé extraordinaire. Et je me suis dit, mon Dieu, je viens de rencontrer quelqu'un d'important, en fait. Et parlez de qui, là ? De thé. Ouais, voilà. Enfin, thé, vous l'avez quand même cherché, hein, vous. Non. Vous repériez d'où il venait. Non, mais ça, c'était après. Je l'avais rencontré déjà. Là, oui, une fois que je l'avais rencontré. Mais c'est lui qui est venu me parler en premier. Alors, j'ai loupé ça. Ouais. Et donc, après, j'ai oublié votre question. Non, je dis que c'est pas lui qui vous a dragué, en fait. Vous vous êtes incrusté dans sa vie. Oui, mais après, je me suis incrustée dans sa vie. En fait, quand j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait du mal à entretenir une relation amicale et tout ça, si j'avais suivi son mouvement à lui, comme il répondait jamais, comme c'était pas quelqu'un qui donnait de ses nouvelles, etc., logiquement, on n'aurait pas dû se revoir. Donc, ce qui faisait qu'on se revoyait, c'était que moi, je faisais des démarches pour provoquer des sorties, proposer des choses, etc. Alors oui, vous en parlez furtivement, en fait, dans votre livre. Il est venu, le premier contact, il est venu, vous étiez en groupe et en fait, vous le calculiez pas du tout. C'est ça, en fait. Alors que déjà là, il vous avait tapé dans l'œil, sérieusement. Dès que je l'ai vu, dès que je lui ai parlé, en fait. Ouais. Là, clairement, c'est moi qui me suis dit qu'il se passait quelque chose d'important. Mais c'est pas moi qui suis allée vers lui, je l'avais pas vu. Voilà. Exact. D'accord, vous l'avez pas calculé. Et donc ensuite, vous l'avez stratégiquement, vous l'avez joué copain-copain. Ouais, parce qu'en fait, vraiment à cette époque-là de ma vie, et je pensais qu'il n'y avait pas d'autre option. Je pensais qu'il fallait qu'on se connaisse. Pour qu'il puisse s'intéresser à moi, en fait, que de façon, entre guillemets, superficielle. Il n'aurait pas l'idée que je pouvais potentiellement être intéressante pour lui si on n'était pas d'abord amis, si on n'apprenait pas à se connaître, en fait. Et puis en plus, moi j'accorde à l'amitié une importance particulière et c'est important pour moi d'être amie avec la personne avec laquelle on partage au-delà de l'amitié d'autres choses, une relation peut-être amoureuse et sentimentale, mais je trouve que dans l'amour il y a de l'amitié et que cette partie-là, elle est, enfin, en tout cas pour moi, elle est ultra importante. Et cette rencontre avec Thé, et c'est l'histoire de votre livre, déclenche une crise existentielle qui va durer plusieurs années et qui aboutit à ce livre finalement. Il va vous amener à vous poser un certain nombre de questions que vous aviez évacuées. Ouais. Sur vous, sur votre identité. Exactement. Sur qui vous étiez en tant que femme. Exactement. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où je suis passée d'une école spécialisée réservée aux enfants handicapés à l'école ordinaire, où je me suis retrouvée entourée de camarades valides. Vous étiez en CM1 ? Ouais. En fait, là, c'est devenu tellement difficile en termes d'accessibilité, en termes de juste pouvoir être traité convenablement par l'éducation nationale, etc., que j'étais comme dans un train qui va à toute allure. J'avais vraiment pas le temps de réfléchir à ce que j'étais en train de vivre parce que j'étais dans l'idée qu'il fallait que je tienne dans un milieu hostile et du coup voilà, toute mon énergie, ma concentration allait sur réussir mes études pour ne pas leur permettre de leur donner un motif pour m'exclure et du coup ça a duré quand même de nombreuses années jusqu'à l'université, mais au bout de 4 ans d'université, parce que c'est au bout de 4 ans que je l'ai rencontré, une fois Fac de droit. Ouais, exactement, une fois que j'ai vu que quand même je commençais à prendre confiance en moi et à me dire que je m'approchais quand même du but, en fait, que j'allais être diplômée, que j'allais probablement pouvoir avoir un métier et celui que je voulais. Du coup, il se trouve que je pense que psychologiquement, j'avais enfin le temps de me poser.
Et ce truc a comme... en fait, ça a eu un effet déclencheur. Je pense que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était trop plein. Et comme j'ai été submergée par ce qui se passait, je ne pouvais plus faire autrement pour m'en sortir que de me poser et de faire ce travail d'introspection dont je parle pour comprendre quelle était mon identité, ce que je vivais, où étaient vraiment les difficultés et moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire de tout ça, en fait. Et qu'est-ce qui vous disaient les gens qui vous entouraient quand ils vous voyaient tous les deux ? Il y avait plein de choses. Je pense qu'au début, c'était très difficilement compréhensible qu'ils puissent m'accorder autant d'intérêt, en fait. Et puis, le discours général, on va dire, si on devait le résumer, c'était que de toute façon, rien n'était possible entre nous. Donc, ça, on vous le disait. On disait, tu rêves, ma pauvre fille. Voilà. Ouais. Et donc, pour plein de raisons, mais donc soit l'idée que en fait, c'était plus ou moins de la manipulation de sa part, qu'il n'avait pas de bonnes intentions et que il faisait semblant d'être gentil, mais que probablement il plaignait, voilà, exactement ce genre de choses. Et ça, vous répondiez quoi à cet argument, par exemple, le fait qu'il éprouvait certainement de la pitié pour vous et qu'il était gentil pour ça? En fait, au début, j'en avais pas tant que ça parce que ça m'a beaucoup atteint et étonné tout ce que j'ai commencé à recevoir comme commentaires et ça m'a ça m'a vraiment perturbée. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait et comment les gens voyaient les choses, etc. Et puis une fois que j'ai fini par comprendre, j'ai essayé comme je pouvais de faire la part des choses entre ce qui me paraissait totalement relevé du préjugé et ce qui peut-être était un peu fondé. Enfin, c'était très difficile justement. Le discours était tellement mélangé qu'il y a peut-être des choses qui étaient vraies mais qui étaient enrobées dans plein d'autres c'est pour ton bien, remarques. C'est pour ton bien, tu sais. Voilà. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a un moment donné où parfois ça sert à rien même de dire des choses qui peut-être dans l'absolu sont vraies à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir et à l'entendre parce que intellectuellement c'est pas le moment ou émotionnellement c'est pas le moment. Donc ce qui fait que même des choses qui peut-être étaient justifiées, j'ai pas pu pu les entendre parce qu'en fait elles étaient tellement entourées de choses aberrantes en fait que ça m'a braquée et au lieu de pouvoir clarifier les choses, ça m'a mis en colère en fait et je me suis dit ce discours il est hallucinant, il est inacceptable, il fait partie du problème. Il faut que je comprenne quelles en sont les racines pour pouvoir m'en sortir. Sinon, je m'en sortirai pas. Moi, je me suis posé la question, Elisa, c'est que par exemple, vous avez donc celui que vous appelez votre meilleur ami qui s'appelle C, qui manifeste, à qui vous plaisez beaucoup, et les gens n'ont pas eu la même réaction quand c'était C. Pourquoi Non, parce que en fait tout ça vient vraiment des représentations sociales qu'on a autour du handicap et des gens qui vous entourent. En fait, c'était plus simple pour certaines personnes de m'imaginer avec lui parce qu'il était très gentil et que du coup, il se rapprochait un peu du saint. Et du coup, à part un saint, pourrait s'intéresser à une femme handicapée. Voilà. Et le problème, c'est qu'en me disant ça, ils ont aussi probablement nui à cette relation-là parce que moi, j'avais pas envie de sortir avec un saint. Ça m'intéressait pas. Et puis, surtout qu'en règle générale, ils sont inaccessibles. En plus, je savais que c'était pas un saint, parce que je le connaissais, c'était mon meilleur ami. Et lui-même, d'ailleurs, on en rigolait parce qu'il me disait, mais moi, je suis pas un saint, en fait. Oui. Et je dis, bah oui, mais je sais. C'est juste qu'il avait une masculinité différente de celle de T et d'ailleurs intéressante. Mais oui, voilà, mais tout ce discours social, tous ces gens qui vont de leurs commentaires, malheureusement, au lieu de vous aider, parfois, en fait, ils parasitent ce qui est en train de se passer, en fait. Elisa Rojas est avec nous et on parle de votre roman Mr. T et moi aux éditions La Belle Étoile, inspiré de votre histoire. Alors, Elisa, vous dites qu'habituellement, vous n'aimez pas parler de votre vie privée.
Et pourtant, là, vous nous la livrez... oui, en fait, c'est hyper paradoxal parce que, mais c'est comme ça, la vie est paradoxale. En fait, c'est des sujets que je déteste aborder dans la vraie vie. Je déteste qu'on m'interroge dessus et on m'interroge toujours dessus. Depuis que j'ai 25 ans, les gens ne me laissent pas tranquille avec ma vie sentimentale. Et du coup, bizarrement, puisque j'en parle jamais, j'ai décidé d'en faire un sujet qui soit public, de rendre mes réflexions à ce sujet public. Donc ça peut paraître très étrange, mais à partir du moment où c'est moi qui choisis de le faire dans un cadre précis, en choisissant tout moi-même, et en contrôlant mon histoire et mon récit, et surtout en le faisant dans un but précis, qui est de pouvoir aider d'autres femmes handicapées qui pourraient vivre la même chose, et de pouvoir aussi donner des clés de compréhension à des gens qui ne seraient pas concernés par le handicap, ou au moins des clés de réflexion. Là, ça a du sens. Et là, je veux bien accepter. Mais, par contre, ça s'arrête à ce qui est écrit dans le livre, et le reste ne regarde pas les gens. Et maintenant, d'ailleurs, si les gens continuent à m'interroger, je vais leur dire... Tout est dans le livre. Il faut lire mon livre. Et comme ça, la question est réglée. Way too much information. Vous aimez bien les acronymes. Même si ce n'est pas celui-là que vous utilisez dans votre livre. À la suite de cette histoire, vous avez décidé de mener une enquête un petit peu sur Internet. On vous a donné des conseils. On vous a dit inscris-toi sur les sites de rencontres, par exemple. Et donc, vous décidez de répondre à 3 annonces que vous prenez dans le livre. Qui sont les hommes qui ont répondu à votre annonce, sachant que dans votre profil, vous expliquez clairement que vous êtes handicapé? Oui, alors en fait, je me suis mise à faire des recherches pour voir ce que je trouvais sur ces questions-là, pour m'aider justement, parce que j'étais quand même un peu perdue. Et j'ai repéré des annonces d'hommes valides qui voulaient rencontrer exclusivement des femmes handicapées. Et j'étais très surprise parce que c'est la première fois que je voyais des annonces de ce type-là. Et j'ai voulu absolument comprendre, puisque moi, il m'avait semblé que le handicap était plutôt un critère d'exclusion, et pas un critère de choix. Donc, j'ai échangé avec certains d'entre eux, et plus avec 2 d'entre eux, d'ailleurs, dont un que j'ai rencontré. Et j'ai fini par comprendre ce qu'il y avait derrière ce type d'annonce, en fait, c'est-à-dire une essentialisation des femmes handicapées et une volonté de fétichiser les femmes handicapées, avec l'idée que, étant moins sollicitées que la moyenne, moins expérimentées que la moyenne, elles seraient plus malléables, moins regardantes, plus accessibles. Et comme c'était des hommes qui étaient quand même en grosse galère dans leur vie sentimentale et avec des femmes valides, ils se sont imaginés qu'en utilisant des femmes handicapées, ce serait plus simple. Et j'étais atterrée par leur discours, vraiment qui correspondait à rien. Mais surtout, ça a commencé à m'inquiéter pour les femmes plus jeunes, en fait, que moi, avec peut-être une expérience différente, parce que moi, c'était clair et net qu'il n'y avait pas moyen que je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec l'un d'eux. Enfin, ça, c'est sûr. Il y en a un qui vous l'a proposé. Il y en a un qui me l'a proposé. Alors, lui, il m'a bien fait rigoler, parce que vraiment, déjà, je lui avais dit dès le départ que c'était pas possible. Et de toute façon, quand ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Mais vraiment, il était hors de question que je me mette dans une situation de danger, ayant déjà été agressée et tout. Enfin, je suis quelqu'un de très prudent. Mais moi, je me suis dit, une autre femme, moins confiante, qui a plus de doutes, qui se dit il faut absolument que je vive une expérience comme celle-là pour pouvoir être une femme, ou je sais pas. Quitte à me mettre en danger. Quitte à me mettre en danger, quel pourrait être le désastre, qui pourrait résulter d'une situation comme ça et d'une manipulation comme ça là, parce que c'est des hommes qui sont extrêmement manipulateurs, qui viennent vous tenir un discours selon lequel vous avez de la chance qu'ils s'intéressent à vous, en fait, et qui sont en train de vous rendre un service, alors que c'est eux qui vont ultra mal, qui s'ennuient à mourir, et dont vous allez égayer forcément la vie si vous acceptez leurs avances. Donc je trouvais ça vraiment incroyable, et ça m'a inquiétée pour les femmes, pour d'autres femmes handicapées. Et c'est là que je me suis dit aussi, il faut s'exprimer, il faut prendre la parole sur ces questions publiquement, il faut expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans ce discours-là. Le validisme dont vous parliez tout à l'heure, expliquez
expliquer à tout le monde ce que c'est que le validisme comme système institutionnalisé. Appelé aussi capacitisme d'ailleurs. Ouais, en fait, au Canada, ils parlent de capacitisme, mais l'idée est la même en fait. Le validisme, si on devait résumer, c'est donc un système d'oppression, celui que vivent les personnes handicapées, et c'est en fait l'idée que les personnes valides sont la norme et l'idéal à atteindre, et c'est un système d'oppression qui déshumanise et infériorise les personnes handicapées, et comme tous les systèmes d'oppression, pour se justifier, il repose sur des représentations des personnes concernées qui n'ont rien à voir avec la réalité, en fait, qui sont pas subtiles, qui sont pas complexes, qui font pas état de tout ce que humainement les personnes handicapées peuvent être, et on a des représentations qui sont très stéréotypées. Et le tout étant justement de justifier un système qui nous exclut, en fait. Si on prend l'exemple de votre mère, à un moment donné, quand vous l'informez de votre amour pour T, qu'est-ce qu'elle vous conseille, elle, votre mère ? Ah là là, c'est drôle parce que ce truc a beaucoup marqué les esprits, on m'en parle beaucoup. En plus, je suis hyper... ma mère, la pauvre, elle passe pour ce qu'elle n'est pas, parce qu'en fait, elle m'a donné 2 conseils. Oui, il y a 2 conseils. Il y a 2 conseils contradictoires, et c'est important de retenir le fait que ces 2 conseils qui n'ont juste rien à voir et qui limite se contredisent l'un l'autre. Mais alors, elle m'a dit de lui sauter dessus, en gros, parce que c'est la méthode qu'elle a dû utiliser avec mon père, et comme ça a marché, voilà. Elle m'a dit, tu sais, les hommes, ils attendent que ça, en fait. Il y en a qui sont timides, faut juste se lancer, parce que si t'attends, il se passera rien, quoi. En gros, donc il y avait ça comme conseil, et puis il y avait l'autre conseil qui était, pourquoi plutôt ne pas s'intéresser à un homme qui est également handicapé. L'idée étant, bien sûr, que peut-être un homme valide serait moins intéressé par moi. Et donc, je trouvais ça hyper étrange, parce que du coup, pourquoi me jeter sur lui si de toute façon j'avais aucune chance, et qu'en réalité elle m'imaginait davantage avec un homme handicapé. Donc je comprenais pas très bien la logique, mais il n'y avait pas vraiment de logique. Je pense que ma mère, c'est quelqu'un qui dit beaucoup ce qu'elle a envie de dire au moment où ça lui traverse l'esprit, et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est pas une femme intelligente, parce que c'est une femme très intelligente et qui est capable de beaucoup de remises en question, mais en même temps c'était aussi une femme jeune, parce qu'elle m'a eu à 20 ans, donc il fallait aussi le temps pour elle qu'elle elle-même sur ces questions-là fasse son propre chemin. Donc elle a dit ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Et puis finalement, ce qu'elle a dit rejoint un peu votre parcours existentiel. C'est-à-dire que finalement, il y a des moments où vous vous dites, et pourquoi pas ? C'est ça. Et pourquoi pas, en fait, qu'est-ce qui pourrait, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver ? D'ailleurs, c'est ce qui vous fait passer le cap et aller parler à Mr. T. Exactement. Et d'un autre côté, cette société qui vous rappelle constamment, cette société validiste qui vous rappelle constamment que non, c'est pas envisageable parce que telle représentation, parce que... Exact, c'est très bien résumé, parce que c'est vraiment ça. Mais mes parents, ils ont reçu une culture machiste quand même. On vient d'un pays d'Amérique latine qui est aussi, un pays catholique, conservateur et tout. Donc ils ont pourrait être situé en Maghrébie aussi. Ouais, ils ont été élevés dans ça. Donc ma mère, elle m'a fait état de ce qu'on lui avait transmis aussi sur ces questions-là, et notamment à cet âge-là. En fait, elle voyait les choses de cette façon-là. Mais c'est exactement ça. En fait, elle était partagée, comme moi j'étais partagée, entre les 2 idées, entre l'idée que c'était parfaitement possible, pourquoi pas, et en même temps la conscience que quand même on vit dans une société où en réalité les femmes handicapées ne sont pas représentées dans ces situations-là, ne sont pas imaginées comme des partenaires potentiels, amoureuses, sentimentales ou sexuelles. Donc ça faisait aussi état d'une réalité. C'est tout à fait juste en fait. Et comment on arrive à une société où finalement le handicap est une particularité parmi d'autres ? Et en se battant, je pense, en militant, en essayant d'expliquer où se situent véritablement les difficultés, en écrivant, en produisant, en prenant la parole publiquement. En fait, comme pour tous les autres sujets de lutte, l'idée, c'est de transformer la société. Et pour commencer, on est bien obligé de faire un état des lieux
et d'expliquer ce qui entrave véritablement l'existence des personnes concernées. Donc on est obligé de décortiquer le système de domination avant de pouvoir mettre en place et imaginer une société où on est à égalité, en fait, et où ces particularités-là, même si elles existent et il ne s'agit pas de les nier, ne résument pas ce que vous êtes, ne sont qu'une partie parmi d'autres choses qui forment votre identité. Le handicap n'explique pas tout. Non, le handicap n'explique pas tout, mais par contre, il fait partie de l'identité, ça c'est vrai. Mais ça ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas réduire une personne à cet élément, bien sûr. Et le problème, c'est qu'on est dans un contexte où on est constamment ramené et réduit à cet élément. Parce que le contexte, justement, s'est construit sur une norme qui est une norme validiste. Exactement. L'idée étant que les anormaux, c'est nous, et que les normaux, et ce sont les personnes valides ou sans problème de santé, et qu'il est donc logique que toute la société soit organisée en fonction d'eux, et en oubliant l'existence des gens qui ont des particularités physiques ou qui ont des maladies ou qui ont un handicap. Alors qu'en réalité, on devrait, d'entrée de jeu, partir du principe qui est en plus la réalité, c'est-à-dire que la société, elle est multiple et que tout le monde doit pouvoir y évoluer et y avoir accès et sur un pied d'égalité en fait avec les autres. Mais sur l'identification, il n'y a pas de couple. Aujourd'hui, il y a très peu d'identification. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a très peu de modèles. On invisibilise, en fait. On vous invisibilise de fait, dans les médias. Et même tout est fait, en fait, au niveau urbanisme, même s'il y a eu des changements avec la loi de 75 et la loi de 2005. Il y a encore énormément de choses à faire. Y compris dans les studios de Beurre FM. Ah ben oui, effectivement. Oui, sur les représentations, il y a encore aussi beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de couple qu'on pourrait prendre comme référence, juste où, admettons, la partenaire est une femme handicapée, et sans que ce soit le sujet principal, par exemple, de l'histoire. Mais simplement un personnage, soit d'un film ou d'une série, où on n'est jamais des personnages lambda, l'amie, la voisine, la collègue de travail, la femme, la compagne. Et ça nuit énormément, puisqu'on ne peut pas du coup se projeter, on ne peut pas imaginer que c'est possible si on ne le voit pas. Bien, Mr T et moi, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre livre, Elisa Rojas, beaucoup d'humour. Aux éditions de La Belle Étoile. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nadia. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez regarder la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé.